7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Et on reste avec vous, Louis Rigaudière, pour cette chronique. Alors avant de nous parler de politique et d'insécurité, vous vouliez faire un pas de côté et revenir d'abord sur ce qu'il s'est passé au Brésil. Oui, j'ouvre cette chronique sur ce sujet très inquiétant car c'est une première dans un pays qui se veut démocratique. Le Brésil est en train de rendre inaccessible le réseau social X sur l'ensemble de son territoire et dans l'indifférence quasi totale des médias après un long bras de fer entre un juge de la Cour suprême brésilienne et Elon Musk. Alors on était revenu la semaine dernière sur l'inquiétante lettre de Thierry Breton exigeant plus de fermeté dans la censure de certains courants politiques. Sauf que nous, en France, nous ne sommes pas encore passés à l'acte. Le Brésil, oui. Florian Philippot a décrypté cette affaire surréaliste. Le réseau social X interdit depuis ce jour dans tout un pays. Et vous allez voir que Musk annonce ne pas se laisser faire. Et il faut étudier ça de près parce qu'on voit des signaux très inquiétants en France qui se sont multipliés ces derniers jours sur le même sujet, au-delà de l'arrestation de Pavel Durov et de tout le reste, qui montrent qu'ils veulent emboîter le pas. Et on est dans le programme de 1984 d'Orwell, totalitaire. La question, c'est est-ce qu'on accepte de finir esclave ou est-ce qu'on défend ce sujet crucial, fondamental. On est au cœur d'un débat fondamental, ici celui de nos libertés, de la liberté d'expression. Pourquoi cette accélération des mondialistes maintenant ? Parce qu'il y a l'élection présidentielle américaine en novembre, dans très peu de temps, et qu'il craignait énormément la victoire de Donald Trump, qui défend la liberté d'expression, qui annonce une lutte terrible contre les censeurs, et que Trump s'est allié récemment à Musk et à Kennedy Jr. Et vous revenez maintenant sur la semaine passée, ces nombreux drames. Oui, la semaine dernière, comme de nombreuses autres semaines, aura été rythmée par des faits que l'on ne parvient d'ailleurs plus à qualifier de simples faits divers. Deux ont fait la une de la presse et ému les Français. À commencer par cette jeune fille de 7 ans tuée par un individu que l'on pourrait qualifier de jeune, issu d'un quartier que l'on pourrait qualifier de populaire. Un profil que l'on a désormais largement l'habitude de voir. Mais malgré toutes mes précautions langagières, certains vont encore plus loin, comme cette chercheuse au CNRS. En fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. J'imagine pour certains. Enfin, bon. Et on précisera d'ailleurs que l'auteur de ce crime est aujourd'hui en liberté sous contrôle judiciaire. Elle rate pas une occasion de se faire connaître. Ah oui, elle est formidable. C'est Madame Vera Masson d'ailleurs qui s'était fait connaître aussi pour l'affaire de Crépol. Voilà. Une autre affaire dramatique, celle de la mort d'un gendarme tué par un multirécidiviste. Oui, le gendarme Éric Comines, que beaucoup de Français ont déjà oublié malheureusement, est mort quelques jours avant son départ en retraite. Un décès encore une fois perpétré par un homme multicondamné pour des faits graves. Sa femme, désormais veuve, a adressé un message poignant accusant la France d'avoir tué son mari et qui est depuis massivement cyberharcelé par des milliers de gauchistes sans pitié. Et bien évidemment, ces déclarations ont suscité de très fortes réactions, comme celle du journaliste Gérard Carréou. Depuis des années, chaque fois qu'il y a un drame, et il y en a un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et chaque fois on nous dit « attention !» Surtout pas de récupération politique. Les familles demandent qu'il n'y ait pas de récupération politique. Et on voit des comités de bien-pensance tout de suite s'organiser autour de la malheureuse veuve ou des enfants orphelins pour dire attention, surtout, ne prenez pas la parole. Ne dites rien, vous allez faire le jeu du Front National, des fachos, de je ne sais qui. Et ça marche, et les gens se taisent, et on se contente des bougies, et on se contente du silence. Elle a brisé ça. Elle a brisé ça. Et je pense qu'après cette femme courageuse, il faut être courageux parce qu'elle a été menacée horriblement. Elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera par les réseaux sociaux. C'est horrible ce qui lui arrive. Elle a été 2 fois courageuse. Courageuse pour résister à ce qui lui arrive. La mort de son compagnon de 30 ans. 30 ans de vie, hein. C'est quand même extraordinaire. Et les enfants et tout.
Elle résiste à ça et elle prend la parole et elle brise le tabou. Je dis bravo, madame Comines ou Comin, je ne sais ce qu'il faut dire, mais bravo pour vous. Et autre réaction tout aussi puissante, celle du philosophe Michel Onfray. C'est pas la France qui a tué son mari, c'est un certain nombre de Français. C'est tous les macroniens, tous les maastrichtiens, tous les gens qui ont détruit la France, tous les gens qui ont détruit la police, l'armée, l'école, l'obéissance, etc., etc. C'est Mélenchon et les siens, et ceux qui votent Mélenchon, qui ont tué son mari. C'est tous les gens qui disent que la police tue, qui ont tué son mari. Mais il y a peut-être la moitié de la France, les 3/4 peut-être même de la France, qui sont du côté de cette femme et qui sont avec cette femme et qui estiment effectivement que une partie de la France a tué son mari. Et bien sûr, cette insécurité qui explose dans les grandes villes et villes moyennes est désormais très bien implantée dans les petits villages, comme le raconte ce jeune commerçant. Ah, mon village, on va dire, il y a à peine 30 ans, on ne fermait pas à clé. Hein. Et maintenant, vous êtes obligé de fermer à clé? Ah, mais c'est pas on ferme à clé, c'est même les volets du premier étage, on les ferme. C'est-à-dire, moi, le restaurant à mon père de l'époque, on s'est fait attaquer. Attaquer, c'est-à-dire, racontez-moi là, parce qu'il faut du concret, il faut des faits. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Du concret, des faits, les dealers, ils voulaient dealer sur la place du village. Et moi, je l'aurais dit à mon restaurant, là. Donc, pas sur ma terrasse. Bon, moi, je me suis fait éclater. Hein. Moi, je suis pas un bon boxeur, donc voilà. Et puis, le lendemain, ça tire un pistolet à plomb sur la vitrine, avec ma grand-mère. Puis après, ils ont attaqué carrément le commerce quand on a voulu se défendre. Je suis passé en jugement il y a 7 ou 8 ans. Et c'était moi et mon oncle les méchants. Mais non. Ben si. On était 2 blancs du village. Donc voilà, ça n'a pas plu qu'on se défende, c'est interdit. Et puis il y a bien sûr cette actualité politique qui n'en finit plus. Oui, cette interminable attente de plus de 50 jours sans gouvernement interroge sérieusement sur l'état psychologique du président et sur une certaine panique à peine dissimulée de ce Macron qui ne sait plus comment sortir de cette crise historique qu'il a lui-même créée. Surtout quand on découvre comment il s'est fait piéger par son propre Premier ministre, comme le raconte un journaliste sur CNews. Mais il n'avait quand même pas tablé sur l'instabilité, Emmanuel Macron. Il avait tablé sur une cohabitation avec une majorité absolue pour le Rassemblement national. Mais bien sûr, c'est ce qu'il dit à son père, c'est ce qu'il dit à ses plus proches. Pourquoi il a fait ça entre les deux tours? Parce qu'il s'est fait avoir par Gabriel Attal, qui était pour la stratégie des désistements. Et vu que le camp macroniste s'est rangé majoritairement derrière Gabriel Attal, eh bien le président n'a pu que suivre cette stratégie du désistement. Mais dans la presse était rapporté, certains députés sortants, il y avait Emmanuel Macron au bout du fil en disant ne te désiste pas, même si tu es arrivé 3e. Le Figaro aujourd'hui entre Gabriel Attal et notamment. Bah oui, il ne parle plus. Hein. Et on se rend compte aussi, au travers de plusieurs sondages, que pas mal d'électeurs ont regretté amèrement d'avoir obéi au fameux Front républicain pour empêcher Jordan Bardella d'accéder à Matignon. Et les castors sont en réalité très mécontents du barrage qu'ils construisent depuis 30 ans, comme en témoigne notre chroniqueur Arthur de Vatrigan. Disons que les réflexes sont assez tenaces et assez difficilement compatibles avec le régime rationnel adulte et éclairé qu'on nous claironne toute la journée. Néanmoins, je suis assez surpris, ce revirement est assez rapide. Un électeur de droite a besoin de plus de temps pour se rendre compte qu'il s'est trompé. Mais peut-être que cette fois-ci, le barrage des castors est un peu plus brinque-ballant que d'habitude. Il faut juste rappeler ce que c'est que le Front républicain. Un Front républicain, c'est le désir adolescent d'un électeur de droite de vouloir toujours plus plaire à la gauche, quitte à s'amputer toute conscience. Bon, là, moi, je faisais partie du camp qui pensait que le Front républicain était en voie de disparition. Non seulement il n'était pas en voie de disparition, mais il est en pleine forme, puisqu'il s'est même tapé l'incruste au Parlement, puisqu'on a vu nos grands démocrates, au nom des valeurs de la République, s'asseoir sur les valeurs de la République en empêchant le premier groupe d'opposition, à savoir le Rassemblement national, d'accéder aux postes clés. Et on pourra toujours compter sur les maîtres incontestés de la confrérie des castors de la République, comme nos chers députés insoumis. Ça, c'est sûr et certain. On préfère appeler à voter Madame Borne, que j'ai combattu pendant 2 ans. Oui, ça, c'est quand même le grand paradoxe. C'est-à-dire que on est obligé. Votre candidat s'est retiré pour que Madame Borne soit élue. Et moi, je suis obligé de le faire, monsieur. Parce que je suis un responsable politique aussi. Et le castor insoumis est du genre très susceptible. Il s'énerve très rapidement. Surtout quand il se tient aux côtés d'une députée RN qui ose lui effleurer le bras. Xavier Bertrand, on est d'accord. Hein. Oui, mais juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Si on veut pas Xavier Bertrand. Si on veut pas Xavier Bertrand. Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, elle ne me touche pas. Moi, je la touche pas. Si je la touche et puis après, elle fait scandale parce que vous êtes un homme du Sud. Monsieur Delogu. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement. On fait pas de cinéma. J'ai juste dit, on me touche pas, mais c'était juste un geste comme ça. Oui, mais j'ai rien dit. Prêt à me couper la parole. Non, mais je vous ai vu, c'est pour ça. Avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer.
Et quand on regarde du côté des proches du président, étonnamment, on obtient les mêmes critiques. Notre chroniqueur Richard de Sèze avait fait une chronique sur un ancien député En Marche qui avait reconnu s'être lourdement trompé sur Emmanuel Macron. Et bien maintenant, même les anciens ministres s'y mettent, comme Jean-Michel Blanquer. Le problème, c'est que quand la crise sanitaire s'est arrêtée, il y a eu comme une sorte de crise psychologique, au sens où il a continué à travailler avec cette concentration des pouvoirs. Et avec le secrétaire général de l'Élysée, à deux, d'une certaine façon, ils sont mis à prendre toutes les décisions. Et avec cette idée folle que si c'est pas fait par moi, c'est pas bien fait. Donc vous arrivez à ce que chacun connaît dans ces structures, tous ceux qui nous écoutent savent ça très bien. Si le chef commence à faire du micromanagement, les choses ne peuvent pas marcher. Et donc ce micromanagement et cette crise psychologique que nous subissions depuis plus de 7 ans exaspèrent tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin ce président qui se contredit sur absolument tout. À tel point qu'une archive que l'ancien magistrat Charles Prats a retrouvée révèle la tromperie, ou plutôt l'arnaque que représente ce courant politique. Donc la question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Voilà, donc finalement, c'était bien vous, Monsieur Macron, qui aviez la réponse à cette crise historique. L'idée que vous vous en faisiez était juste, démissionner en cas de désaveu à la fois au Parlement et dans la population. Reste à savoir maintenant si vous allez passer des paroles aux actes.